Bonjour à tous. Donc révolution numérique, simulation, virtuelle, pas virtuelle. On va essayer de faire un peu le lien avec tout ça. Donc je vous propose même si visiblement on a des petits problèmes de caractère, c'est pas un jeu pour le coup, même si on s'appelle My Serious Game, là c'est pas un jeu pour le coup. Du coup on va essayer de faire le lien entre tout ça. Je vous propose d'abord peut-être une mise en contexte et je vais solliciter votre avis et après vous allez voir on va tomber dans un exemple de tout ça et réadapter aussi à l'IFSI. Donc on va plutôt axer cette présentation parce qu'on a bien compris du coup tous les enjeux de simulation et de l'importance du numérique dans ces enjeux de simulation. Donc je vais plutôt axer sur l'outil et ce qui pourrait permettre demain, plus que l'exemple précis de l'IFSI, parce que du coup vous l'avez bien abordé, et puis d'autant plus qu'on se voit demain, donc on aura l'occasion de rentrer dans ce détail. Donc avec un premier focus qui est fait sur la technologie au service de l'apprentissage. Vous m'entendez bien? Oui, super. Donc ça va être un long jeu de pistes par contre, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'on a le PDF. Okay. Le PDF fonctionne. Bon, c'est pas grave. La question c'est, est-ce que vous pouvez lever la main parmi vous, ceux qui pensent qu'il y a des choses qui ont changé dans le secteur médical en 100 ans? En gros, c'est la question. Donc si vous pensez que des choses... Voilà. Merci. Qui n'a pas levé la main? Ouais, j'aurais dû faire ça peut-être, oui. Voilà, effectivement, alors outre nos capacités à produire des environnements graphiques sexy, effectivement, on a pléthore d'exemples technologiques, d'outillage qui ont évolué en 100 ans. On est tout à fait unanime là-dessus. Maintenant, on va poser cette même question au domaine de l'éducation. C'est pas mal. On voit que c'est un peu plus difficile quand même. Et c'est vrai parce que, en réalité, quand on s'assoit dans une salle de cours aujourd'hui, eh bien, on a du mal quand même à trouver. Donc là, le parallèle graphique est volontairement à mon avantage, mais il y a des initiatives de plus en plus et il se passe de plus en plus de choses. C'est vrai. Mais là, on se parle de ça, voilà, ces 10 dernières années, quoi. En 100 ans, pas aussi vite quand même que le secteur médical et les avancées technologiques de manière globale. Donc en fait, ça pose quand même une vraie question, c'est pourquoi on est entouré d'outils numériques au quotidien. On a des avancées de malades, c'est-à-dire que demain, moi je fais tout avec la voix, enfin j'arrête d'utiliser mes mains, je fais tout avec la voix. J'ai la possibilité de le faire en tout cas. Bref, des avancées technologiques incroyables. Et effectivement, là, ça va être très très compliqué. Mais c'est pas grave, je l'ai en tête, mais pour les besoins quand même de la présentation, je vais vous le montrer ici. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. En gros, c'est issu d'une étude IBM et qui en fait vise à prouver l'augmentation, les rythmes en fait, d'augmentation de la connaissance. Donc une connaissance, elle était générée voilà, comme ça d'abord et puis comme ça ensuite. Et c'est ce rythme-là en fait qui est observé ici. Et en fait, ils prennent le parti, donc c'est un sujet ouvert de discussion, mais qui est quand même intéressant. En fait, c'est le clash entre le doublement de la connaissance. Donc là, on voit en fait qu'on doublait la connaissance par tranche de 100 ans. Et en 2020, on va doubler la connaissance par tranche de 10 ou 12 heures, quoi. Donc forcément, l'arrivée d'Internet dans les années 80, 90, démocratisation a fait exploser évidemment l'accès à la connaissance, leur utilisation, etc. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, on a pléthore d'informations à notre disposition. Donc ce qui fait le lien un peu avec l'apprentissage, en tout cas là on remet en question aujourd'hui ensemble, c'est de se dire, c'est quoi nos objectifs d'apprentissage finalement? C'est-à-dire que nos enfants de demain, ils ont à apprendre quoi? L'information ou à manipuler l'information? Bon voilà, ça c'est une vraie question et on va rentrer un peu dans ce détail aujourd'hui. Là je vous rebalance en fait quelques gros chiffres pour que vous ayez un peu ce contexte-là, mais on sait d'ores et déjà qu'aujourd'hui en fait il y a 85% des métiers de 2030 qui n'existent pas aujourd'hui. Ok, donc on a un rythme en fait de la connaissance qui explose. On a les métiers de moins de 15 ans qui n'existent pas, donc ça veut dire qu'on va devoir encore plus utiliser cette connaissance et forcément s'adapter à elle. Et justement sur cette notion d'adaptation, même sur le PDF on a les jeux de pistes. En fait, ça c'est
Ça, c'est la courbe, le rythme d'augmentation et d'évolution de la technologie. Et ça, c'est celle de l'être humain, de nous. Forcément, on est dans l'incapacité intellectuelle de se caler sur ces évolutions. Enfin, c'est pas possible, on n'est pas des machines. Mais c'est ce qui fait aussi notre richesse et on va voir pourquoi. Donc, juste ce qui est prise de conscience de cette info-là, nous, on est ici aujourd'hui. C'est-à-dire que déjà, on a des avancées technologiques qui sont au-dessus de notre capacité de suivi. C'est-à-dire que ça, on le sait tous, c'est une évidence. Donc, en fait, le postulat est de dire on ne va pas lutter contre la technologie, mais on va s'en servir. Et ça, c'est du coup le prisme pris par My Serious Game dans toutes les réflexions et les productions de dispositifs de formation et d'apprentissage aujourd'hui. C'est qu'on va l'utiliser au service du développement de l'homme avec un grand H, et pas se dire oh là là, elle me fait peur. Ou alors, non, c'est quoi, c'est bénéfique et comment moi je vais l'utiliser demain. Et même aujourd'hui, on l'a vu. Donc juste pour vous faire un parallèle avec notre activité pour que vous compreniez bien tout ça. Effectivement, on est expert dans ce qu'on appelle la technopédagogie, donc c'est la capacité à utiliser un outil numérique au service de l'apprentissage. Et en ça, on conçoit, on design, on réfléchit et on produit. Et après, on distribue des solutions qui répondent à ça. Donc, My Serious Game, c'est une société qui a 5 ans aujourd'hui. On était start-up et à devenir PME parce qu'aujourd'hui, on est 50. On a levé des fonds en fin d'année dernière, et ce qui a pour but d'accélérer du coup le développement non plus de projets clients, mais aussi de produits et de projets d'éducation. Et donc du coup, on va en présenter un qui est l'exemple pris pour If Simulation. Donc on l'a vu, en fait les moyens technologiques ils existent, juste comment on va s'en servir, c'est ça effectivement notre angle d'attaque, et de se dire on est capable de faire des trucs super sexy, technologiquement aboutis, et on a quand même la sensation qu'en matière d'éducation on s'en sert très peu, ou en tout cas qu'on est très en retard. Aujourd'hui il y a de plus en plus d'initiatives, c'est génial, on est aussi à fond là-dedans. Mais comment expliquer ce retard? Non, en fait, on va pas se demander comment, on va pas chercher à l'expliquer, on va se bouger pour faire des choses différemment. Et donc effectivement, les outils aujourd'hui existent. On parle de réalité virtuelle, c'est très en vogue évidemment. Outils techno, voilà, on reparlera de la réalité virtuelle dans 10 ans. Il y aura encore autre chose. Réalité augmentée qui commence à prendre le pas sur la réalité virtuelle. Bah oui, c'est aussi intéressant. Ici, évidemment, toute la partie développement technique, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a les capacités de produire quelque chose qu'on imagine. Techniquement, c'est ça. Avec plus ou moins de temps et plus ou moins d'investissement. Mais aujourd'hui, on est capable de produire des choses qu'on imagine. Donc c'est génial. Et des aventures qui sont évidemment graphiques et on raconte des histoires dans ces aventures. Donc ça, c'est des leviers et des outils en fait qu'on utilise. Donc pour faire le lien, on n'a pas de jeu de piste. Je pensais qu'on allait avoir un jeu de piste ici. Donc la machine va remplacer beaucoup de métiers. Ok, c'est un débat qui est ouvert, mais si on suit les prédictions qu'on vient de voir juste à l'instant, c'est ce qui semble se dessiner quand même. Et nous, on continue de former des personnes à apprendre par cœur, à être notées et à agir individuellement. Donc là, le agir individuellement, je trouve qu'on parle beaucoup d'intelligence collective. Ça, c'est vraie prise de conscience là-dessus, c'est top, c'est génial. Le fait est que effectivement, la machine sait faire tout ça, en fait, techniquement parlant. Donc du coup, pour nous, les défis de demain, c'est évidemment de miser sur les soft skills. Donc les soft skills, c'est en fait le savoir-être. Ça ne va pas être notre capacité à apprendre une info, mais une capacité à aller l'utiliser en fait. Et partant de ce principe où la techno, elle va nous apporter toutes les informations qu'on a besoin, c'est-à-dire que, moi l'histoire, j'étais au fond de la classe. J'étais pas au premier rang en histoire. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai forcément des trous en fait en histoire. Oui, mais c'est beaucoup plus rapide pour moi d'aller chercher de l'info que de passer 5 ans à apprendre l'histoire. C'est un parallèle très brutal, bien sûr. Mais demain, en fait, d'un point de vue métier, c'est ça. D'un point de vue métier, c'est ça. Donc miser sur les soft skills, ça va être vraiment apprendre à utiliser les infos et à utiliser la technologie pour que du coup, nos compétences qu'on va développer, notre savoir-être qu'on va développer sur nos engagements et nos formations de demain puissent favoriser cette utilisation-là. À notre sens, en fait, l'angle d'attaque, il est carrément ici. Mettre en situation pour réutiliser, oui. C'est-à-dire que si j'apprends plus l'info, mais que je sais la maîtriser et qu'en situation concrète, elle m'est proposée, on a les outils pour aller simuler ça. Donc faisons-le.
mais vraiment, et beaucoup en fait. L'école de demain, on l'imagine qu'avec des cas pratiques, quoi. Bah ouais, une partie théorique bien sûr, mais que des cas pratiques à 80%. Et puis on a effectivement la capacité à générer et à analyser de la donnée. Donc ça, je pense que vous êtes tous sensibles à ces sujets-là. Et ben si on croise les trois, en fait, on aboutit à une solution qui est en fait simple et qui paraît évidente de par les prédictions. C'est que les infos, elles existent. On va plus former les gens à les apprendre, mais à les utiliser. Et derrière, on va les mesurer, les mises en situation, les mises en application de ça. C'est top. On tient peut-être une solution. Donc c'est là-dessus qu'on s'engage. Et on s'engage. Hein, je sais pas mon programme de campagne, hein, mais la société est engagée dans ces mouvements-là et dans cette révolution-là, si on peut parler de révolution. Et donc là, on a un semi-jeu de piste, on a des caractères qui glissent. Du coup, on va faire le parallèle avec un exemple, en fait, qui est if simulation. Et encore une fois, on va moins rentrer que ce que je pensais dans la partie métier, mais plus sur la partie mise en application de ce qu'on vient de voir. Et donc adapté évidemment à la santé. Donc là, je vais tenter une bascule incroyable avec un taux de probabilité que ça marche de 2%. Je pense qu'il y avait quand même 2%. Oh là là, magique. Donc là, c'est un outil de simulation, donc effectivement à destination des IFSI, donc des étudiants en soins infirmiers, qui voient une partie théorique en classe et forcément simulent sur des mannequins ou dans divers dispositifs cette partie théorique en mise en application. Là, ici, on est sur le champ précis de l'application de prescription médicale. Et en fait, ça fait référence à une étude en amont de ce projet qui a détecté en fait les vrais besoins de simuler, parce que avant ça, la majeure partie des cas de simulation de cette théorie-là sur l'application de prescription médicale, c'était le terrain, c'était les stages. Donc on parle de l'administration de médicaments et on se dit que la première fois c'est sur le terrain, mais on se dit là jamais la première fois sur le patient. On se dit ok, donc il y a quelque chose à faire. Donc là l'idée c'est que comment on utilise la technologie ici, je vais vraiment faire ce parallèle-là pour vous raccrocher à ce qu'on vient de dire avant, c'est qu'on a les moyens de reconstituer des environnements 3D hyper réalistes. Ok, ça j'ai envie de dire c'est presque plus innovant, c'est très répandu en réalité. On a des dispositifs pédagogiques qui permettent d'aller faire de la mise en situation et de la simulation. Là le parti pris pédagogique ici, c'est de dire que c'est une activité de simulation. Et dans le cadre de cette activité de simulation, après une phase de briefing, l'étudiant va être lâché en totale autonomie dans ce scénario-là. C'est-à-dire que chacun des scénarios va démarrer en fait de la même des manières. C'est voilà le nom du patient, voilà sa chambre et voilà son traitement. Et à partir de là, plus aucune info descendante n'est distribuée à l'utilisateur. En contrepartie de ça, évidemment, il est en totale autonomie. Donc c'est-à-dire que je clique au bout du couloir, je me déplace, j'ouvre la porte, je reviens dans la salle de soins, j'ouvre l'armoire à pharmacie, je collecte des médicaments, je les compartimente, je suis libre de faire ce que je veux en fait. Il y a des restrictions, hein, bien sûr, il y a des portes qui ne fonctionnent pas, on n'est pas non plus, on peut pas sortir et aller faire ses courses et revenir, mais il y a cette notion-là de libre autonomie, et donc du coup, ok, vue théorique, mise en application directe. Et donc forcément, le contre-pied de ça, c'est évidemment d'être capable de tout traquer. Donc, d'accord, j'ai vu des choses, je les applique en situation, en environnement réel, sans information descendante, et je suis livré à moi-même. Donc, sur le fond, pour rentrer un tout petit peu dans le détail, il y a des cas d'erreur qui sont glissés dans les scénarios, du genre des prescriptions qui sont en décalage avec les résultats d'examen. Donc, posture 1, j'ai une prescription médicale, je l'applique, j'administre le médicament, je remplis mes transmissions, scénario terminé. On se permet l'erreur dans un environnement sécurisé. On en parlait tout à l'heure. Mais en fait, cette prescription, si je fais bien ce travail de remise en question de la prescription au regard des résultats d'examen, je vais parler au médecin qui la réajuste. Ça donne une toute autre tournure en fait au scénario. Et c'est ça qu'on va venir évaluer en fait et traquer. Évaluer, c'est pas le bon terme, mais traquer ici et restituer sous forme d'interface de data visualisation, alors statique ici mais dynamique à terme, sur chacun des scénarios, chacun des passages, un rapport de ce type en fait est émis au formateur et à l'étudiant.
pour permettre l'activité de débriefing derrière en pleine puissance. C'est-à-dire, ok, tu t'es entraîné, tu as fait, et maintenant on a les moyens de voir ce que tu as fait et comprendre pourquoi telle situation c'est un échec, ou alors là tu as été en difficulté, ou alors tu as bien fait, mais on a vu que tu as passé 10 minutes dans le dossier patient, tu es allé parler au patient, tu es revenu, et c'est à ce moment-là que tu as pris le médicament. Mais oui, mais il y a eu un trou en fait. Tu avais toutes les infos pour aller avec le bon médicament, au bon dosage, voir le patient. Bon, voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on vient traquer là. Et on peut aller en fait finement dans l'analyse de compétences. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une mise en situation avec des objectifs pédagogiques et des scénarios qui sont conçus à l'avance, on va venir pointer du doigt effectivement les choses qui étaient attendues. Logique. Donc on peut faire des petits dashboards de matrices de compétences comme ça qui permettent de construire l'accompagnement, c'est-à-dire qu'au-delà des actions réalisées, la compétence, comment est-ce qu'elle a été traitée, évaluée et utilisée. Et ensuite, faire le déroulé en fait, du scénario avec l'étudiant, donc en amont pour le formateur, et avec l'étudiant en phase de débriefing ou même en classe, de manière collective, sur les grands indicateurs. Ici, on a par exemple la communication avec le patient, identitovigilance, etc., etc. Combien de fois il a sollicité l'infirmière et le médecin? Est-ce qu'il avait besoin de le faire ou pas? Dans des scénarios, il y a besoin de remettre en cause la prescription, donc c'est bien d'aller le voir. Il y a d'autres scénarios avec des erreurs ou pas d'erreurs et qui ne nécessitent pas d'aller voir le médecin. Donc d'aller le voir, c'était pas approprié. Voilà, c'est tout ça qu'on vient débriefer en fait. Refaire des extractions en fait, et des rendus des transmissions ciblées, des diagrammes de soins, des prescriptions, est-ce qu'elles ont été signées, etc. Et donc là, on vient non seulement en fait, juger du quantitatif, mais aussi du qualitatif. Donc, ce qui est très intéressant. Et ensuite de voir le parcours qui a été réalisé et de se dire, oui, si tu as fait 15 allers-retours entre la salle de soins et le patient, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas compris, ou alors tu t'es bien amusé, mais on est dans une activité de simulation. Donc c'est là où aussi on fait le parallèle avec le Serious Game, qui est une activité de jeu sérieux, mot générique mais c'est une réalité. Là on est dans un outil de simulation encadré, en totale autonomie, donc je suis focus pendant 30 minutes sur mon scénario. C'est pas un serious game qui est plutôt peut-être format à la carte où je peux consulter, partir, revenir, etc. Activité encadrée. Un des avantages de la technologie aussi, c'est bien sûr la distribution, l'accessibilité. Donc ça c'est un des gros enjeux. Pour reprendre ce parallèle-là, mais encore une fois avec le prisme de tout ce qu'on a vu avant, rendre des outils performants et d'analyse distribuables et facilement, c'est un avantage considérable. Donc faisons-le encore plus en formation, mais aussi en éducation. Il y a des enjeux énormes sur l'éducation, collège, primaire, etc., sur ces sujets-là, avec notamment des gros débats autour des devoirs à la maison. Un enfant, il enchaîne une journée de 7 heures de classe, il rentre chez lui, il a 2 heures de boulot. Nous-mêmes, on sait qu'en tant que professionnels, c'est pas des choses saines, alors qu'on inculque ça à nos enfants en direct, donc avec des méthodes qui ont prouvé et qui ont fait leur valeur ajoutée. Il ne s'agit pas de remettre ça en question, mais peut-être que le fait de revoir ce qui se passe en classe différemment, de faire de la mise en application avec du débriefing, et peut-être faire du complément à distance de manière ludique, etc. La distribution technologique permet ça. Donc ça, c'est super. Donc là, on a pris l'exemple de l'interface étudiante et l'interface formateur, qui présentent différents éléments. Et aussi, il y a quand même la volonté de placer l'humain au centre de tout ça. Donc là, on reprend ce parallèle avec ce dispositif IF Simulation. L'accompagnement de l'homme, il est évidemment essentiel là-dedans. On utilise, oui, donnez-nous de la technologie, nous on l'utilise en fait. Et on va nous-mêmes être de plus en plus performants et gagner en performance. Mais ce qui n'empêche pas en fait de mettre à dispo des ressources qui sont ultra classiques et qui permettent de développer les usages. Voilà, c'est le parallèle que je voulais vous faire là par le kit formateur, mais on rentrera ensemble à l'IFI demain dans ce détail-là. Allez, phrase à trous. Quel est pour vous l'exemple concret du... Donc effectivement, IF Simulation, et c'est le parallèle, encore une fois, avec les infos qu'on a vues avant, qui est l'exemple concret d'une utilisation technologique qui favorise un apprentissage et le développement des compétences par une mise en situation. Et en fait, on va venir développer des germes de compétences. J'ai vu de l'info, je l'ai intégré, je l'ai stocké, mais comment je l'utilise? Oui, 2 salles, 2 ambiances, c'est pas du tout la même chose. Là, on vient faire ça, on vient analyser, et derrière, on vient faire de l'accompagnement pour renforcer tout ça.
Donc c'est en ça que pour nous, effectivement, la technologie, elle est utile et voilà une des manières, on en découvrira plein d'autres, mais de s'en servir. Et donc Christophe Jeunesse, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Paris-Nanterre, qui est co-auteur d'IF Simulation, et avec lequel on travaille sur évidemment plein de projets et plein de travaux scientifiques qui visent à prouver, en fait, c'est quand même des outils d'innovation, quelque part, hein, même si technologiquement il n'y a rien d'innovant. C'est innovant pour nous au domaine de l'éducation, mais on va 2 secondes dans le marketing. Big data, c'était il y a 10 ans. Voilà, bon, c'est un peu brutal ce que je vous dis, mais en gros c'est ça. On a des décennies de retard par rapport à tout ça. Donc la technologie peut être innovante, l'utiliser l'est. Donc il faut accompagner ça et bien sûr prouver l'efficacité de ça, même si opérationnellement sur le terrain on a tous les critères et les checks qui nous permettent de dire que c'est efficace. De manière scientifique, on va venir aussi appuyer cette démarche. Voilà, merci à vous. L'échange est ouvert, évidemment.